Soyez les bienvenus pour cette première réunion de notre conseil d'arrondissement de l'année 2024. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle salle des fêtes rénovée par les services techniques de la ville que je voulais à nouveau chaleureusement remercier. Ils ont piloté la rénovation de cette salle de main de maître et en respectant les délais impartis, ce qui nous permet effectivement de retrouver cette salle où nous avions l'habitude de siéger. On verra pour les séances à venir, et d'ailleurs je demanderai au président de groupe de me confirmer leurs souhaits, leurs préférences pour cette salle ou la salle dite du conseil, qui est plus restreinte, mais peut-être plus chaleureuse. Voilà, écoutez, ici au moins on est dans de meilleures conditions pour délibérer. Je salue le public présent et celui qui nous suit à distance. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous de la démocratie à l'échelle de l'arrondissement, dans un moment où d'ailleurs certaines interrogations, voire inquiétudes, se font jour sur l'organisation municipale à venir, puisque le président de la République a cru devoir évoquer directement une réforme à venir du mode d'élection des conseils municipaux à Paris, Lyon, Marseille. C'est l'occasion peut-être de rappeler très simplement que personne n'est a priori opposé à des évolutions si elles devaient améliorer l'efficacité démocratique du dispositif. Encore faut-il connaître ce que sera cette nouvelle organisation, et que pour l'instant, c'est un peu en attendant Godot et qu'on parle de choses que personne n'a été en situation de mettre sur la table. Impréparation, précipitation, volonté de dissimuler quelque chose. Enfin, en tout cas, le mystère reste entier. Et si on lit les bruits de couloir, les rumeurs de deal, fermez les guillemets, qui auraient été passées entre telle ou telle éminente figure politique nationale ou parisienne, pour l'instant, les Parisiens restent dans l'incertitude. Et donc, voilà. Et leurs élus aussi. Donc, on verra. En tout cas, nous veillerons, pour ce qui me concerne et avec l'équipe municipale, à ce que les mairies d'arrondissement, les arrondissements, ne soient pas les dindons de la farce, si j'ose dire, ou en tout cas les victimes collatérales des accords d'intérêt particuliers qui pourraient être passés entre telle ou telle force politique. Voilà. Cette parenthèse étant posée, je voulais vous prier d'excuser un certain nombre de nos collègues qui n'ont pas pu nous rejoindre. Gwenaëlle Ostine, qui a donné pouvoir à Camille Nager, Ayoub Chawat, qui a donné pouvoir à Marie-Laurence Floch, Stéphanie Dembach à Alice Timsit, Andrea Fuchs à Cécile Bossavi, Karine Gautreau à Adji Aoudian, Andreas Pilartz à Sandrine Ferré, Éric Thébault à moi-même, Olivier Wang à Colombe-Brossel, mais Olivier nous rejoindra vers 19h30, Jean Artigue à Fatoumata Koné, Jérôme Bitan à Séverine Guy, Mariam Soumaré à Lima Gemni, Dan Lert jusqu'à son arrivée à Philippe Mante, et Léa Filoche à Marie-Laurence Floch, qui a donc deux pouvoirs. Je ne sais pas si c'est bien prévu. Voilà, on va trouver un autre porteur de pouvoir pour Ayoub Chawat, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas grave. On complétera. Marie Zavo, le Gouvello, je pense, qui va prendre le pouvoir d'Ayoub Chawat. Voilà. Ah oui, ça a les épaules larges, mais il y a des limites quand même. Ok. Bien. Je vous propose donc de désigner comme secrétaire de séance notre Benjamin, Alice Timsit. Unanimité, merci d'honorer cette responsabilité. Je vous propose dans la foulée d'adopter le procès-verbal de la séance précédente du conseil d'arrondissement du mardi 5 décembre. Pas de difficulté, pas de remarques. Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, vous connaissez évidemment la procédure. Nous n'évoquerons en séance que les projets de délibération qui ont fait l'objet d'inscriptions préalables de la part des groupes. Et puis nous examinerons à l'issue de l'examen et du vote des délibérations les 5 vœux qui ont été déposés par plusieurs groupes de notre Assemblée,
avant de clore la séance. Bien, la première délibération qui a fait l'objet d'inscription, c'est le point 16 de l'ordre du jour, en l'occurrence la délibération DAE 13, qui porte subvention en faveur de 18 structures agissantes en faveur de l'insertion des publics en grande exclusion. J'ai noté l'inscription de Marie Toubiana pour le groupe Change des Paris et de Fatoumata Koné pour le groupe écologiste. Madame Toubiana, vous avez la parole. Séverine Guy vous répondra en l'absence de la co-rapporteure Gwenaëlle Steel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, parmi ces subventions, une est attribuée à Gaïa pour un montant de 84 000 €. Notre groupe s'oppose habituellement à des subventions à cette association qui gère la salle de consommation à moindre risque dans le 10e. Cependant, je tiens à remarquer l'évolution de cette salle, que je salue, vers des haltes soins addiction, qui ont maintenant pour mission également l'accompagnement médico-social que nous réclamons depuis longtemps, même s'il y a toujours de la consommation. Aussi, nous voterons cette subvention et au Conseil de Paris, nous demanderons peut-être un vote disjoint pour l'association Gaïa, avec ou une abstention ou un vote contre. Mais je tenais par notre vote positif, montrer que nous sommes d'accord pour l'évolution de cette salle de consommation. Merci de cette précision et de cette actualisation de votre position. C'est tout à votre honneur. Fatoumata Koné pour le groupe des élus écologistes. Eh bien, je vais commencer par vous remercier, Marie. Vous me donnez le sourire. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais prévu complètement autre chose. Et du coup, mais j'en suis ravie. En fait, je pense que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir évoluer sur ce type de solution. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je vous l'ai dit d'ailleurs directement au Conseil de Paris il y a encore quelques mois. Je pense que sur ces questions-là, effectivement, en tant que responsable politique, on attend de pouvoir discuter avec les experts, discuter avec les personnes concernées. Comme je le dis souvent, ça concerne des êtres humains avant tout, des personnes sans doute en détresse, des personnes qui sont les frères, les sœurs, les mamans sans doute de beaucoup de gens. Et c'est important effectivement de les traiter comme tels. Et donc cette évolution, je la salue parce qu'en tant qu'écologiste, ça fait des années qu'on défend cette salle de consommation à moindre risque parce qu'elle a prouvé aussi son efficacité dans beaucoup de villes. Et je pense que la difficulté à Paris, c'est que la salle ne peut pas répondre aux besoins parce qu'elle n'est pas assez grande. Elle ne répond pas à la capacité, elle ne peut pas accueillir l'ensemble des usagers qui en ont besoin. Et c'est toute la difficulté, c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour qu'il y ait davantage de structures de ce type, de taille humaine, dans les différents territoires parisiens, franciliens et même en France, parce que c'est la seule salle de ce type qui existe en Île-de-France. Et c'est toute la difficulté. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que votre position va nous permettre effectivement d'avancer sur le sujet, quand bien même j'ai des informations qui démontrent que nous discutons et nous travaillons de mieux en mieux avec notamment la préfecture, avec la région, avec l'ARS sur ces sujets-là, et qu'on sera sans doute à même, à Paris, en Île-de-France, de faire des propositions beaucoup plus concrètes rapidement à Paris. C'est ce que je souhaite pour les Parisiennes et les Parisiens qui subissent aussi la situation, et ce n'est pas facile, et pour toutes les usagères et les usagers de drogue. On a vu plusieurs personnes mourir dans la rue. Et ça, c'est toute la difficulté. Et donc, en tant que, évidemment, responsable politique, je pense qu'on a le devoir d'y répondre. Ensuite, très rapidement, je veux revenir, moi, sur la délibération, parce que je voulais simplement saluer cette délibération. Je pense qu'elle est notamment importante parce qu'on est dans une situation où les précaires, les grands précaires sont très stigmatisés, les personnes sans emploi, les personnes au RSA, au minimum sociaux sont stigmatisées. Et on démontre à travers ce type de dispositif, le dispositif Première Heure, qu'on est capable effectivement d'accompagner des gens qui sont à la rue, de les accompagner par l'insertion et de tenter de les sortir de la rue, parce que effectivement, une fois qu'on est à la rue, il est très difficile d'en sortir. En témoignent
notamment chaque année la commémoration et l'hommage qui est rendu aux morts de la rue. Il y a énormément de gens qui meurent à la rue, et donc on démontre à travers ce type de dispositif qu'effectivement il y a encore de l'espoir, et que les personnes qui sont en situation de grande détresse, de grande précarité, souhaitent également s'en sortir, et il faut qu'on puisse les accompagner dans ce sens. Ça me permet aussi, Léa n'est pas là, mais de rappeler que ce jeudi, nous avons la nuit de la solidarité. C'est la première nuit de la solidarité qui aura lieu en hiver. C'est aussi important de rappeler qu'effectivement, alors le dernier chiffre, c'était à peu près 3000 personnes à la rue à Paris, pardon. On est bien conscient que le chiffre est plus important. On espère que, en fait, ce comptage nous permet effectivement de mettre en lumière la grande précarité, mais aussi de travailler avec les associations, la collectivité, sur les différents dispositifs, et continuer à accompagner les personnes en grande précarité, les accompagner pour sortir de la rue. Donc voilà, je voulais saluer cette délibération, et je remercie encore le groupe Changer Paris pour cette nouvelle prise de position. Merci. Séverine Guy, pour répondre rapidement, sans doute, aux deux interventions. Oui, chers collègues, merci Monsieur le maire. Pour la clarté des débats, on ne vote pas une délibération en lien avec la salle de consommation à moindre risque. C'est une délibération qui n'a absolument rien à voir avec la salle de consommation à moindre risque, et qui concerne des actions, entre autres de Gaïa, qui ne concernent pas le 19e d'ailleurs, autour de chantiers premières heures pour l'insertion professionnelle de grands exclus, usagers de drogue. Ces dispositifs premières heures s'adressent à tout type de public en besoin d'insertion et en très grande exclusion. Ils ont montré une grande efficacité. Ils montrent une grande efficacité. C'est un des maillons de la chaîne. C'est pas le seul, mais l'accession à l'emploi est évidemment un des maillons de la chaîne important, y compris pour les usagers de drogue. Donc je vous invite à voter cette délibération massivement. Merci. Avis favorable, unanime à la délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour, le point 17, la délibération d'Essol 2, qui porte subvention à une quinzaine d'associations qui interviennent au titre de l'aide alimentaire. J'ai noté l'inscription de Sandrine Ferret, du groupe écologiste, à qui je donne la parole. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je voulais profiter de cette délibération pour réinsister sur le contexte très difficile d'intervention des associations de distribution alimentaire. En effet, l'inflation, la législation, et effectivement, il y a un vœu aussi sur la trêve hivernale. Tout ce contexte fait que on a failli voir interdire toute distribution alimentaire sur la zone Stalingrad. Et du coup, cette situation crée une augmentation de la paupérisation et une augmentation des situations de rue. On vient d'évoquer le sujet. Et une grande saturation des lieux d'hébergement d'urgence qui, effectivement, les gens en situation de rue ont du mal à trouver de l'hébergement d'urgence. Et au vu de l'investissement aussi de la mairie du 19e pour répondre à cet état d'urgence et cet état de fait, avec l'ouverture de lieux d'hébergement pour les familles en situation de rue avec des enfants, il me paraissait important de mettre en lumière toutes ces associations qui doivent, pour fonctionner, bénéficier de ces subventions pour faire face au nombre croissant de leurs bénéficiaires. Et ça me paraissait important de les soutenir via ces subventions. Je voulais aussi et surtout profiter pour mettre en avant et en lumière une des associations qui est nommée pour les subventions, qui est effectivement et qui nous tient à cœur dans le 19e, qui est Une Chorba pour tous. Et cette association se situe dans le 19e, a ouvert une épicerie solidaire depuis février 2023. Les bénéficiaires y sont orientés par les services sociaux avec, il ne faut pas oublier, un reste à vivre de moins de 7 € mensuels, donc qui va permettre à des gens en grande précarité de pouvoir avoir accès à cette épicerie solidaire.
La Chorba organise aussi depuis une trentaine d'années des distributions de repas chauds toute la semaine, enfin, du lundi au samedi, au boulevard de la Villette. Et c'est plus de 350 personnes en situation de précarité qui... Les bénévoles participent aussi à des maraudes avec distribution de repas chauds le soir, de vêtements et d'équipements pour les personnes en situation de rue. Ils participent aussi sur la période hivernale de décembre à avril à la distribution de petits déjeuners solidaires. Donc c'est une association très engagée. Ils ont été très présents et très investis sur effectivement Stalingrad et la porte de la Villette lors de la remise en cause des distributions dans ces lieux. Et au vu du contexte et du maillage social que créent ces associations de distribution alimentaire, à l'heure actuelle, je vous invite donc à voter cette délibération et toutes les délibérations liées à la distribution ou à l'aide alimentaire. Merci. Je vous remercie. Séverine Guy. Merci Sandrine pour ce soutien chaleureux. J'en profite pour dire un petit mot de soutien aux équipes de la courte échelle d'une Chorba pour tous, du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui opère l'épicerie sociale du CHRS Crimée, et bien sûr aux associations qui interviennent sur le site de la Villette, Resto du Cœur, la Chorba, et l'un et l'autre qui font un travail formidable. Et puis peut-être deuxième chose à préciser ou à pointer, c'est qu'effectivement les files actives de ces épiceries sociales et de ces distributions solidaires ont ces derniers mois factuellement beaucoup augmenté, que ça pèse énormément sur ces associations qui ont grand besoin de notre soutien et que malheureusement on constate que le seuil d'accès à ces épiceries sociales en particulier continue à baisser, montrant une paupérisation inquiétante de nos populations que j'appellerais classe moyenne. Merci. Avis favorable, unanime, délibération adoptée, je vous remercie. Nous passons au point 25 de l'ordre du jour, délibération DGGP 3. Il s'agit d'accompagner un projet porté, financé par la métropole du Grand Paris, relayé par la ville, de déploiement de panneaux photovoltaïques sur des toitures de bâtiments publics. En l'occurrence, nous sommes concernés par le projet qui concerne l'école du 5 rue Noyer-Durand. Philippe Mante est inscrit en tant qu'adjoint rapporteur. Il va donc pouvoir nous présenter ce dispositif. Monsieur le maire, chers collègues, je ne peux que me féliciter de cette délibération qui va augmenter les énergies renouvelables sur le territoire parisien en permettant à la ville de participer à l'appel à manifestation d'intérêt de la métropole concernant l'installation de centrales solaires sur le toit d'école. Pour notre arrondissement, c'est donc, comme vous l'avez dit, l'école maternelle située au 5 rue Noyer-Durand qui sera concernée et qui devrait voir l'arrivée d'une centrale solaire de plusieurs centaines de mètres carrés. Je profite de cette délibération pour rappeler que le solaire est la forme de production d'électricité qui a le plus été déployée de par le monde en 2023 et qui est en constante croissance ces dernières années. Face à la hausse vertigineuse des coûts des énergies, la production d'électricité grâce à des panneaux solaires est une vraie solution qui doit être considérée et déployée le plus massivement possible. Ne pensez pas qu'il n'y a pas assez de solaire à Paris pour déployer des panneaux. On en installe massivement, par exemple en Angleterre et en Allemagne. Pour revenir à Paris, je souhaite et j'espère que la ville et la métropole auront à cœur de déployer des actions, par exemple de sensibilisation autour des énergies renouvelables à l'avenir, pour mieux faire comprendre ces enjeux. Les écologistes voteront donc très favorablement cette délibération et vous appellent à en faire de même. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avis favorable, unanimité, la délibération est adoptée, je vous remercie. Nous passons au point 27 de l'ordre du jour, délibération d'ASCO 11, portant révision de la sectorisation des écoles publiques de Paris pour l'année scolaire à venir 2024-2025. Nous sommes concernés par un projet de refonte qui concerne quelques écoles du secteur McDonald's. J'ai noté l'inscription d'Émeric Lambet pour le groupe Changer Paris et l'adjointe rapporteur Yasmina Merzi lui répondra. Monsieur le maire, chers collègues, le groupe Changer Paris est, vous le savez, attaché à préserver une éducation scolaire de qualité dans notre arrondissement et soutient nos établissements. Nous souhaitons attirer votre attention sur cette
et notamment sur les annexes 10 et 11 qui concernent des ajustements des secteurs scolaires dans le 19e arrondissement. Notre responsabilité en tant qu'élu est de garantir l'équilibre des effectifs, la mixité sociale, la préservation des ressources éducatives. Les ajustements proposés visent à répondre à la dissolution de la zone communale entre les écoles polyvalentes de Émile Bollert et McDonald. La zone sera divisée en 3 secteurs répartis proportionnellement aux capacités d'accueil des établissements. Et cette modification permettra d'alléger le secteur de l'école polyvalente d'Émile Bollert. Si nous soutenons cette délibération, nous insistons sur la nécessité de rester vigilants quant à la mise en œuvre effective de ces ajustements pour assurer un avenir éducatif équilibré et de qualité dans le 19e arrondissement de Paris. Merci. Merci. Yasmina Merzi. Merci, Monsieur le maire. Voilà, juste pour revenir sur cette délibération. Alors, manifestement, c'est la bonne année. Peut-être on va avoir de temps en temps des consensus sur des délibérations, je ne sais pas. Effectivement, cette délibération propose ce qu'on appelle un ajustement technique sur la sectorisation d'une adresse particulière, enfin d'un bloc d'adresses du 177 au 221 boulevard McDonald, donc du secteur d'affectation sur ces 3 écoles polyvalentes, donc 118, 141 et Bollert, pour pouvoir permettre justement l'harmonisation des effectifs des écoles dans l'accueil et la spécificité des classes qui sont proposées dans ces écoles, puisque vous le savez, voilà, sur ce bassin d'écoles, il y a des dédoublements, notamment dans les grandes sections et les classes de CP et CE1. Donc du coup, il faut aussi permettre, voilà, justement cette harmonisation des effectifs à l'échelle des 3 groupes scolaires pour pouvoir justement permettre d'assurer voilà, un équilibre des effectifs dans chacune des classes, dans l'école en général, et pouvoir permettre de déployer à l'échelle du quartier sur ces 3 écoles l'ensemble des enfants qui sont accueillis avec grand plaisir. Voilà. Donc c'est l'idée de cette délibération. Écoutez, j'ai pas plus que ça à dire, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir permettre de la mise en place. Alors sur la question de l'effectivité, juste un petit mot. Comme chaque évolution, qu'elle soit voilà, de secteur ou technique, dans tous les cas, elle se fait de manière progressive. C'est-à-dire que pour une modification telle que celle-là sur cette adresse, ce bloc d'adresse, le changement de sectorisation se fait sur la base de 3 ans. C'est-à-dire que ne démarre la première année que les entrants et ça se fait progressivement donc sur le cycle des 3 ans pour une école maternelle et sur une école élémentaire, là c'est pas le cas, ce serait sur 5 ans. C'est-à-dire que y compris ça respecte le cycle complet des écoles. Je vous remercie. Merci. Et puis rappelez, si vous ne l'avez pas déjà fait, que ces ajustements se font évidemment en concertation et en dialogue étroit avec les écoles, aussi bien les équipes pédagogiques que les représentants des parents d'élèves. Donc il y a un consensus local qui porte ces ajustements. Je soumets cette délibération à l'approbation du Conseil. Avis favorable, unanimité, elle est adoptée. Je vous remercie. Le point suivant, le point 28 de l'ordre du jour, délibération DCPA 2, engage un des projets phares de cette mandature. Je vais laisser Yasmina Merzi nous le présenter dans le détail. Il s'agit en l'occurrence du projet de rénovation du groupe scolaire Romainville sur lequel nous nous étions engagés en début de mandature et dans notre projet de mandature. L'heure de la récolte et la concrétisation a maintenant sonné. Entre-temps, ce projet a pris un relief et une envergure supplémentaire, puisqu'au-delà de la rénovation du groupe scolaire, c'est un projet emblématique et assez exceptionnel qui va être réalisé. C'est pour ça que je me permets d'en dire un mot, puisqu'il intègre pour la première fois la rénovation plan climat, rénovation énergétique, en plus et en sus de l'enjeu de réussite éducative et de l'enjeu de valorisation patrimoniale de ce très beau bâtiment de la rue de Romainville qui concerne 3 écoles. Donc voilà, un gros projet avec une enveloppe exceptionnelle de 17 millions d'euros et qui est porté, j'en remercie Yasmina Merzi, dans là aussi un dialogue constant avec l'ensemble des interlocuteurs et des partenaires de la communauté scolaire locale et du conseil de quartier, chère Cécile Bossavi, qui a déjà fait l'objet de plusieurs réunions publiques et qui va continuer à être porté dans le cadre d'un dialogue très large. Yasmina Merzi.
Merci, Monsieur le maire. Alors, voilà, pour réexpliquer voilà, un petit peu à l'ensemble de cette assemblée, le projet de restructuration donc, du groupe scolaire Romainville a été retenu effectivement voilà, parmi les projets phares de la mandature que nous portons dans le cadre voilà, aussi du plan d'accélération des investissements de la mandature de la ville de Paris. Il s'agit effectivement, comme le rappelait Monsieur le maire, d'un projet d'envergure et l'ensemble du groupe scolaire, c'est-à-dire les 2 élémentaires et la maternelle, tout à la fois innovant donc, dans la méthodologie qui a été souhaitée et partagée avec l'ensemble de la communauté des écoles, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, nos partenaires, les parents, évidemment les enfants, et issu d'une large concertation donc, qui s'est montée sur plusieurs mois pour pouvoir préfigurer avec l'ensemble de la communauté éducative l'ensemble des attentes et des souhaits qui étaient relevés en termes notamment d'amélioration fonctionnelle. On connaît tous voilà, cet énorme bâtiment ces 3 écoles côté boulevard Sérurier ou côté rue de Romainville, voilà, le côté exceptionnel aussi du bâtiment et de la merveille architecturale qu'elle peut être et la réalisation et tout le travail voilà, d'amélioration fonctionnelle sur lequel tout le monde a travaillé tout en gardant ce cachet très particulier de ce bâtiment d'exception. Les questions de mise en accessibilité des bâtiments ont évidemment été évoquées à la demande de la concertation pour pouvoir permettre un accueil voilà, de manière totale pour l'ensemble du public qui nécessiterait, la création notamment d'assurances, le réaménagement de ce qu'on appelle les liaisons entre les différentes écoles, c'est-à-dire qu'on a affaire à un groupe et pas simplement 3 écoles sur un même site, pour pouvoir faciliter les liaisons, notamment maternelles, élémentaires, et puis leur permettre de travailler mieux entre eux, la création évidemment d'espaces plus adaptés aux usages quotidiens pour toutes les équipes et les élèves, la mutualisation, la création et la transformation évidemment des cours des 2 écoles pour pouvoir mettre aussi au goût du jour voilà, nos orientations en termes de cours oasis et répondre aux enjeux climatiques, plus voilà, des orientations en termes d'activités sportives et enfin, et c'est également un projet de mandature, la transformation de la cuisine et du réfectoire avec une volonté à la fois de moderniser mais aussi de répondre donc comme je le disais aux orientations d'une production traditionnelle directement sur site avec voilà pour pouvoir répondre à la capacité de l'équivalent 350 repas par jour, c'est ce qui est produit aujourd'hui. Voilà, donc l'ensemble du processus de la concertation et de la définition du programme s'est réalisé collectivement. Plusieurs voilà, réunions de présentation, de travail ont été menées, d'avancement du projet. Nous avons eu, monsieur le maire l'a rappelé, effectivement, une réunion de présentation en conseil de quartier en mai dernier, pilotée par Cécile Bossavi, que je remercie et qui est aussi évidemment associée à ce projet-là. Et très prochainement, voilà, le lancement d'un comité de pilotage, un COPIL, qui doit se réunir dans les tout prochains jours et qui se réunira à échéance régulière, associant évidemment tous les partenaires, éducation nationale, communauté éducative, et puis voilà, tous les services de la ville qui sont mobilisés. Assainissement structurel initial et fonctionnel, monsieur le maire l'a rappelé, la mairie a également souhaité porter un objectif complémentaire majeur, donc celui de pouvoir intégrer des axes majeurs du plan climat de la ville de Paris, à savoir la rénovation thermique complète des bâtiments et la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, inscrivant de fait ce groupe scolaire Romainville comme pilote, en quelque sorte, voilà, au niveau parisien, de l'ambition que nous portons à la ville de Paris pour tous ces sujets. Voilà. La programmation définitive de cette restructuration sera donc à la fois en termes d'amélioration fonctionnelle, je le disais, mais aussi un modèle d'excellence pour répondre aux réponses urgentes à apporter en termes de rénovation tertiaire de nos bâtiments publics. Voilà. Donc, dans cette perspective, je vous propose voilà, d'adopter cette délibération. Nous avons effectivement, et monsieur le maire l'a rappelé, eu voilà, l'immense plaisir de pouvoir recevoir un arbitrage positif et le soutien de la maire de Paris pour voilà, la restructuration complète améliorée à hauteur de plus de 17 millions d'euros au bénéfice
bénéfice de cette opération. Le processus de désignation du maître d'œuvre est d'ores et déjà engagé et, comme je le disais tout à l'heure, le COPIL se tiendra début février. Je voulais en profiter pour remercier l'ensemble des services qui travaillent depuis plusieurs mois maintenant sur ce projet-là, l'ensemble de la communauté éducative, bien sûr, qui est totalement partie prenante sur l'amélioration et la construction du pré-programme de cette restructuration. J'en profite aussi pour remercier Monsieur le maire, cher François, dans l'accompagnement et le suivi de ce projet de restructuration, Patrick Bloch, bien sûr, Jacques Baudrier, Thomas Chevandier et mon collègue Dan Lert, qui devrait pas tarder à arriver sur l'ensemble de ce suivi de ce projet qui doit permettre, dans le calendrier qui est posé, un démarrage des travaux à l'été 2025 pour une livraison prévisionnelle à l'été 2028. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors en effet, c'est Philippe Mante qui va pouvoir apporter le soutien du groupe des îles écologistes, puisque notre collègue Dan Lert, effectivement, dans sa responsabilité d'adjoint chargé des questions énergétiques, accompagne évidemment depuis l'Hôtel de Ville ce projet. Philippe Mante. Monsieur le maire, chers collègues, ce projet de refonte du groupe scolaire Romainville est clairement une opération à souligner de par la qualité des réalisations attendues et par son ambition. Cette rénovation préfigure le nouveau mode de rénovation des locaux en lien avec l'enfance que la ville souhaite dès maintenant mettre en place. Ce nouvel état de fait advient afin d'atteindre le nouvel objectif que nous nous sommes fixés dans le plan climat, la rénovation de toutes les écoles et crèches de notre territoire d'ici à 2050 afin de protéger les enfants de la chaleur. C'est donc un changement de doctrine majeur en termes de rénovation du bâti scolaire qui est mis en place. Là où des interventions ponctuelles avaient lieu pendant l'été, maintenant une rénovation lourde en site plus ou moins vide qui est prévue. Ce changement de doctrine entraîne certes des désagréments, mais il est nécessaire face à l'accélération du changement climatique. Permettez-moi donc de profiter de l'occasion pour remercier les équipes pédagogiques et les familles pour leur compréhension, car elles verront leur quotidien un peu bousculé. Ce sont donc effectivement 17 millions d'euros qui seront mis sur la table pour une rénovation d'ampleur, permettant une amélioration thermique du bâti, un raccordement au réseau de chaleur, la mise en accessibilité des locaux, mais également la prise en compte des enjeux alimentaires via la réfection complète des cuisines, car, et je me permets de le rappeler, l'alimentation est le deuxième poste d'émission de notre territoire si vous ne l'aviez plus en tête. Ce changement de doctrine permettra de rénover pas moins de 30 écoles et 10 crèches tous les ans, en concertation avec les mairies d'arrondissement et les établissements recevant les enfants l'été. Centres de loisirs, crèches de regroupement devront être traités prioritairement. Tout ceci est bien sûr mis en place dans l'optique de mieux préparer la ville au défi climatique de demain. En conséquence, et comme vous pouvez vous en douter, les écologistes voteront très favorablement cette délibération et vous appellent à en faire de même. Je vous remercie. Merci. Nous allons pouvoir effectivement voter, j'imagine, à l'unanimité cette délibération important, un très beau projet. Avis favorable, unanimité, il est adopté, je vous remercie. Il nous reste à examiner une dernière délibération sur laquelle des inscriptions ont été réalisées, en l'occurrence le point 33 de l'ordre du jour, la délibération DAE 58 qui porte soutien à un projet dit de décarbonateur qui a vocation, d'après ce que j'en ai compris, à accompagner les acteurs économiques dans leur transition écologique et leur décarbonation. J'ai noté l'inscription d'Alice Timsit. C'est Olivier Wang, adjoint rapporteur, qui répondra rapidement à l'intervention et puis nous pourrons ensuite passer au vote. Alice Timsit, au nom du groupe des élus écologistes. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, il est proposé à notre conseil municipal de voter une subvention d'investissement, notamment à hauteur de 900 000 euros pour un tiers-lieu économique, le décarbonateur, dans le 19e. Une subvention donc, de 900 000 euros qui est destinée à faire émerger et à créer un lieu dédié à la décarbonation de notre économie, qui aura notamment pour mission d'identifier, d'accompagner, d'accélérer les solutions innovantes en faveur de la transition écologique. Alors sur le principe, cette
ambition est tout à fait louable. Néanmoins, nous avons un certain nombre d'interrogations qui conduiront notre groupe à s'abstenir, et nous nous réservons le droit de voter contre dans un second temps au Conseil de Paris, puisque, comme je vous l'ai annoncé, certaines interrogations demeurent. Déjà, il y a une contradiction entre l'ambition affichée et, je dirais, peut-être les termes employés, puisque ce projet est présenté comme un hub mondial dédié à la décarbonation de l'économie. Quand on a cette ambition-là de créer un hub mondial, cela apparaît un tout petit peu contradictoire avec le fait de vouloir décarboner l'économie, qui passe nécessairement par la relocalisation de cette économie. Bon, c'est peut-être sémantique, anecdotique, mais néanmoins, ça donne une intention et une clé de lecture. Mais plus embêtant, si je puis dire, c'est le fait que cette création de tiers-lieux est aussi présentée comme un besoin, en tout cas une réponse à un besoin, donc à une carence. Ce serait, selon les termes de la délibération, un lieu unique, puisqu'il n'en existerait pas d'autres identiques à Paris et en Île-de-France. Or, il existe à ce jour des organismes, des tiers-lieux, alors qui ont peu ou prou les mêmes missions, que la ville subventionne par ailleurs et qui font un travail remarquable pour accompagner les entreprises sur la voie de la décarbonation. Je pense notamment à Paris Senco, je pense également sur notre territoire à Oasis 21, donc des plus ou moins grandes structures qui ont des périmètres d'action plus ou moins identiques, un petit peu différents, mais néanmoins prétendre que ce lieu serait absolument unique est à mon avis un tout petit peu exagéré. Mais surtout, et je pense que c'est là la principale raison de notre interrogation et inconfort vis-à-vis de ce tiers-lieu, c'est le montant en fait que la ville décide le montant que la ville décide d'y apporter et le financement que cela représente, parce qu'on est dans une période de contexte budgétaire extrêmement tendu. On ne cesse de le rappeler à chaque exercice budgétaire. Nous sommes là à chercher ici et là de l'argent qui nous permettrait de financer d'autres types de projets. Et je crois typiquement que ce projet de décarbonateur, INCO, malgré tout l'intérêt qu'il peut revêtir, pourrait être financé par ailleurs par le privé, et là c'est de l'argent public. La structure, son dirigeant a une variété aussi d'autres filiales qui, a priori, dont la santé financière est plutôt bonne, et 900 000 euros, c'est beaucoup d'argent. La région concourt aussi au financement de ce lieu pour plus d'1 million d'euros. Au total, si on met bout à bout l'ensemble des financements publics, région plus ville de Paris, plus la préfecture également, on est autour de 2,5 millions pour la création de ce lieu-là. Peut-être qu'il faudrait revoir l'ordre des priorités. En tout cas, c'est le sens de notre position de vote aujourd'hui. C'est de l'argent que nous estimerions utilement employé ailleurs. J'ajouterai une dernière nuance. La compétence de développement économique et d'innovation revient principalement à la région. Bien sûr, la ville peut apporter son concours, notamment à travers des aides à l'immobilier d'entreprise, mais néanmoins, c'est avant tout une compétence régionale. Et là, encore une fois, vu le contexte de budgétaire extrêmement tendu et la nécessité d'investir pour rendre plus résilient, y compris notre territoire, on estimerait que ces sous seraient employés utilement ailleurs. Voilà, je vous remercie. Et le groupe écologiste s'abstiendra en tout cas pour ce conseil. C'est bien noté. Alors, Olivier Wang, pour nous présenter rapidement ce projet. Oui, quelques éléments de réponse par rapport à cette délibération. Première chose, en fait, concernant l'ampleur de ce projet-là, parce qu'on a un projet avec un coût total de 6,6 millions de mémoire. 6,6 millions, la mairie de Paris ne participe qu'à hauteur de 900 000 euros. Il y a 53% du budget apporté en fonds propres par la structure. Donc, c'est aussi preuve d'engagement déjà en fait de cette structure dans ce projet-là. C'est une restructuration en fait d'un immeuble qu'on parle, 6,6 millions. Je ne crois pas que ce soit aussi un montant, enfin, si on relativise, c'est pas non plus, 900 000, pour ça, c'est pas non plus très, très important. C'est un projet, certes, on parle de hub mondial, mais je crois que dans cette résolution aussi, on parle d'impliquer davantage encore les acteurs au niveau local, au niveau de l'arrondissement, au niveau de la ville, au niveau, en fait, régional. Donc, c'est pas simplement, je pense que c'est, Alice, tu as pris simplement
un terme, un mot, mais qui ne reprend pas du tout le projet. Le projet, c'est vraiment en fait de toucher les TPE et même les PME, les habitants au niveau local. Donc je pense que dans ça, en fait, il faut soutenir ce projet-là. Et c'est un projet, encore une fois, qui met en avant le 19e, puisque ça va aussi être un lieu qui est unique à Paris, où on va se fixer comme objectif d'avoir comment faire pour atteindre l'objectif zéro carbone d'ici 2050. Donc je pense que c'est un projet à soutenir. Merci beaucoup. Voilà, je crois que les enjeux sont clairement posés. Il y a un défi majeur et qui s'impose à tous, d'accompagner et d'accélérer la transition écologique, non seulement de nos villes, nous y travaillons dans les responsabilités qui sont les nôtres, mais de l'ensemble de notre modèle et de notre système économique, avec notamment le défi de la décarbonation. Et je pense que l'idée d'accompagner les acteurs économiques, pas simplement les majors, qui, quelque part, en effet, n'ont pas besoin de nous, mais tout le tissu des PME, PMI, des artisans, des commerçants, dans une démarche très territorialisée. Cette démarche-là mérite, me semble-t-il, d'être entendue, prise en compte. Je comprends que c'est l'objet de ce projet, et de ce point de vue-là, le soutien conséquent, en effet, de la ville paraît tout à fait justifié. J'ajoute que nous avons vérifié auprès des copropriétaires de l'immeuble qui a vocation à accueillir ce projet, qu'ils en étaient d'accord et qu'ils ont été associés à l'accueil et à la transformation des actuels bâtiments qui ont vocation à accueillir le projet, que de ce point de vue-là, la fumée est blanche. Donc rien à ce stade ne nous empêche en effet de laisser avancer ce projet en espérant qu'il sera à la hauteur des ambitions qu'il porte. J'ai noté donc l'abstention du groupe des élus écologistes. Les élus communistes et Génération m'ont fait savoir qu'ils ne prendraient pas part au vote. Donc je soumets donc le projet à l'approbation des autres du Conseil. Avis favorable. Il n'y a pas d'opposition, donc il est adopté. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec l'examen des délibérations. Je vais solliciter un vote groupé sur les délibérations qui n'ont pas fait l'objet d'inscription. Avis favorable. Merci. Et nous allons maintenant passer à l'examen des 5 vœux qui ont été déposés. Le premier, par le groupe Paris le 19e en commun, concerne un projet de centre culturel franco-berbère et il me revient l'honneur de vous le présenter rapidement. D'abord, pour vous rappeler que c'est un projet déjà ancien, puisque c'est un engagement qui avait été pris dès 2005 par Bertrand Delanoë, à l'époque maire de Paris, que Anne Hidalgo, maire de Paris, a eu l'occasion de renouveler et de confirmer en plusieurs occasions. Il se trouve que l'identité berbère et que la culture franco-berbère fait pleinement partie de l'identité de la culture parisienne et que ce projet doit maintenant pouvoir se réaliser, d'autant qu'il est porté par un groupement d'associations dont la plus importante est présidée par M. Saadi et qui était également soutenu par d'autres associations. Je pense notamment à l'association des jeunes Kabyles de France qui a noué ces dernières années un partenariat très riche avec le 19e arrondissement et que ce projet de centre culturel franco-berbère, vous le savez, a fait l'objet du vote cohérent et concordant au moins à 3 reprises à l'initiative de la quasi-totalité des groupes du Conseil de Paris, le dernier en date ayant été proposé par le groupe UDI Modem du Conseil de Paris et chaque fois voté à l'unanimité. Donc c'est un projet qui d'ores et déjà fait consensus parmi les élus parisiens. Il est d'autant plus nécessaire que les valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes, les valeurs de laïcité, les valeurs de solidarité et de fraternité que portent ensemble ces associations issues de la communauté franco-berbère font évidemment pleinement écho avec les valeurs que porte cette ville dans un moment où elles ont sans doute plus besoin encore qu'avant d'être portées et valorisées.
Évidemment, le 19e arrondissement aurait, et c'est l'objet de ce vœu, quelque légitimité à accueillir un centre culturel franco-berbère parisien. C'est dans le 19e arrondissement qu'existent les rues Lounès Matoub et de Kabylie. C'est dans le 19e arrondissement que nous accueillons depuis quelques années place de Stalingrad, à l'initiative de l'Association des jeunes Kabyles de France, que je salue chaleureusement, un rassemblement qui fédère quelques centaines et parfois quelques milliers de participants d'hommage à l'œuvre et à la mémoire de Matoub Lounès. C'est dans le 19e arrondissement, pas que, mais c'est dans le 19e arrondissement, qu'en lien avec l'Association des jeunes Kabyles de France, nous organisons chaque année, comme c'est le cas dans d'autres arrondissements et comme c'est le cas à l'Hôtel de Ville, une cérémonie pour célébrer ensemble le Nouvel An berbère, Yenayer. En l'occurrence, nous avons eu le plaisir avec François Béchiot de les accueillir ici même vendredi dernier pour célébrer cette nouvelle année de 1974, si j'ai bonne mémoire. C'est dans le 19e arrondissement que depuis quelques années, la Caisse des écoles, Charles Yasmina Merzi, propose en début d'année, au moment du Nouvel An berbère, un repas berbère qui est très apprécié et qui contribue à l'élargissement de l'imaginaire gastronomique de nos jeunes élèves qui en sont ravis. Bref, autant de raisons qui militent en effet pour que ce centre culturel franco-berbère puisse voir le jour à Paris. C'est une nécessité et si possible dans le 19e arrondissement, nous en serions très heureux. Alors, on aura l'occasion de revenir sur les modalités d'avancement de ce projet, mais en tout cas, à ce stade, l'objet de ce vœu est de confirmer le soutien des élus du 19e arrondissement à ce projet de centre culturel franco-berbère et de rappeler notre totale disponibilité et même notre enthousiasme pour accueillir ce centre si les circonstances devaient s'y prêter. Voilà, c'est l'objet très simplement de ce vœu que je vous propose d'adopter. J'ai noté 2 demandes d'explication de vote. Farida Kerbois pour le groupe des élus Change des Paris et Adrien Borto pour le groupe des élus communistes. Madame Kerbois. On vous entend mal, pardon. Prenez le micro de Madame Toubiana, peut-être. Voilà. C'est bon? Parfait. Ouais, voilà. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'exécutif municipal a décidé, il y a quelques années, de soutenir l'initiative des associations franco-berbères de créer un centre culturel à Paris permettant de représenter la culture amazighe. Au fil des années, plusieurs lieux ont été pressentis dans la capitale afin de pouvoir accueillir ce centre sans qu'une solution ait pu être retenue. Aujourd'hui, l'exécutif affirme la disponibilité du 19e pour étudier la possibilité d'installation d'un centre culturel franco-berbère dans l'arrondissement. L'histoire des Amazighs est intimement liée à l'histoire de l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte, mais aussi du Niger, du Mali, de la Mauritanie, le sud du Sahara. Ce sont toutes ces influences méditerranéennes, africaines, orientales, qui font la richesse de la culture berbère et font de notre arrondissement un lieu à part par son multiculturalisme. Un centre culturel dédié contribuera à faire davantage connaître toutes les facettes de la culture amazighe, tant dans les domaines de la peinture, la musique, la littérature, le théâtre, que l'art culinaire, la mode, etc. Ce sera également un moyen de tisser des liens, sens entre la culture amazighe et la citoyenneté française, de célébrer la communion entre un héritage culturel fort et le vivre ensemble. Nous serions bien sûr heureux de voir ce projet aboutir rapidement et nous voterons favorablement ce vœu. Merci. Je vous remercie. Adrien Borto. Oui, merci Monsieur le maire. Merci de porter ce vœu, ce qui lui donne encore un peu plus de force. Je suis très heureux qu'on vote cela ce soir parce que je pense que cet esprit de ce centre culturel franco-berbère, il répond aussi à l'esprit de notre arrondissement. Il y a une mosaïque de culture où les berbères ont beaucoup participé. Moi, j'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui, d'origine berbère, font vivre
culture dans notre arrondissement. Je vais essayer de ne pas toucher la table, peut-être que ça marcherait mieux, et qui les anime très souvent avec l'esprit de participer aux cultures du monde et d'encourager le dialogue entre les cultures. Je pense qu'au moment où on met souvent les questions d'immigration en débat et très souvent de manière nauséabonde, la réponse par la culture, elle est essentielle parce qu'elle montre que les immigrations apportent de la richesse, créent des débats, des dialogues dans notre culture, et dans notre pays, dans notre ville. Et je pense que c'est ça aussi qui est représenté par cette initiative d'un centre franco-berbère où tout le monde aura sa place. On pourra encore un peu plus avoir sous les yeux ces dialogues. Donc merci de ce vœu que nous voterons, bien entendu. Merci. Je le soumets donc à l'approbation du Conseil. Avis favorable. Unanimité. Je vous remercie. Ce soutien sera utile et nous aidera, je pense, à avancer aux côtés des porteurs du projet. Le vœu suivant, 30.35 de l'ordre du jour, là aussi déposé par le groupe Paris le 19e en commun, va nous être présenté par Séverine Guy. Il concerne le souhait d'examiner toutes les possibilités de développer, d'élargir les capacités d'hébergement d'urgence au CHRS Pauline Roland, qui d'ores et déjà, vous le savez, existe. Je vais laisser Séverine Guy nous le présenter et j'ai noté la prise de parole d'Aymeric Lambet pour le groupe des élus Change Paris. Oui, à l'avant-veille de la 7e nuit de la solidarité, comme le rappelait tout à l'heure Fatoumata, qui donc se tient après-demain, et j'invite toutes et tous à s'inscrire si ce n'est pas déjà fait sur le site de la ville de Paris pour participer à ce grand recensement, cette rencontre avec les personnes à la rue qui nous permet d'affiner d'année en année, de fin de mois de janvier en fin de mois de janvier depuis 7 ans, la situation des personnes vivant à la rue à Paris. À l'avant-veille donc de cette 7e nuit de la solidarité, nous vous proposons ce vœu. Vous le savez, la situation de l'hébergement d'urgence à Paris et en région parisienne est catastrophique et les capacités sont complètement saturées. La ville poursuit ses efforts pour proposer de l'espace, y compris, comme c'est le cas pour le CHRS Pauline Roland, en période intercalaire, c'est-à-dire pour quelque temps, le temps qu'une autre utilisation se mette en place. Donc ce vœu vise à demander à ce que des études soient menées pour proposer d'utiliser à pleine capacité le CHRS Pauline Roland pour permettre d'héberger plus de femmes et d'enfants en situation de difficulté d'hébergement. Le CHRS Pauline Roland, aujourd'hui, il accueille donc des mamans avec des enfants pour 179 places. Il a une taille d'environ 10 000 mètres carrés, avec des espaces qui sont sous-exploités du fait de son histoire. Un espace avec l'ancienne blanchisserie qui était historiquement un chantier d'insertion, l'espace du jardin d'enfants qui a été fermé aussi, l'espace de la crèche qui a été fermé malheureusement en début de mandature. Et donc, c'est environ la moitié de l'espace du centre d'hébergement qui n'est pas occupé aujourd'hui. Et donc, voilà, ce vœu vise à engager des études pour permettre d'utiliser à pleine capacité ces mètres carrés disponibles dans l'attente d'une restructuration de ce site qui n'a pas fait l'objet de travaux depuis 1970 et qui le nécessite vraiment. Donc, je vous invite à voter ce vœu à l'unanimité. Merci. Monsieur Lambet. Chers collègues, au nom du groupe Changer Paris, je prends la parole pour exprimer notre position sur le vœu relatif au développement de l'offre d'hébergement d'urgence au CHSRS Pauline Roland. Face à l'aggravation alarmante de la situation des personnes dans la rue, en particulier pour les familles avec enfants, nous reconnaissons l'importance de cette proposition d'hébergement. Nous constatons également que l'offre d'hébergement demeure insuffisante, laissant de nombreuses personnes démunies chaque nuit. Le vœu suggère une approche pragmatique en évaluant la possibilité de créer des places d'abri de première urgence dans des espaces sous-exploités du CHSRS Pauline Roland. Cette démarche vise à offrir un abri d'urgence tout en optimisant l'utilisation des espaces avant la restructuration du bâtiment. En tant qu'opposition constructive, nous soutiendrons cette proposition, reconnaissant son caractère nécessaire et immédiat.
Cependant, nous tenons à souligner que même si cette mesure constitue un pas dans la bonne direction, elle ne résoudra pas le problème de fond de manière exhaustive. Nous sommes conscients des limites inhérentes à cette proposition, mais nous croyons en son utilité immédiate pour soulager la détresse de nos concitoyens sans abri, notamment avec la baisse considérable des températures que nous avons subies dernièrement. Notre groupe, tout en appuyant cette initiative, continuera à plaider en faveur d'une approche plus globale pour résoudre durablement les défis des personnes dans la rue et à l'hébergement d'urgence. Merci. Bien, je vous remercie. Je pense que nous pourrons voter à l'unanimité ce vœu qui relève aussi du bon sens et de la nécessité dans le contexte que vous avez rappelé que nous ne pouvons qu'avoir dans ces temps froids. Autant de gens dorment à la rue et à quelques jours de la nouvelle édition de la Nuit de la Solidarité. Je soumets donc ce vœu à l'approbation du Conseil. Avis favorable, unanime. Il est donc adopté. Je vous remercie. 2 vœux ont été déposés, pour l'un par le groupe Paris 19e en commun, pour l'autre par le groupe des élus communistes, sur les perspectives et les conditions de la rentrée scolaire et les interrogations et les inquiétudes relatives aux conditions de cette rentrée, avec des menaces de fermeture importantes, significatives et peut-être massives de postes d'enseignants dans l'Académie de Paris. Le premier sera présenté par Yasmina Merzi, le second par Adrien Borto. Je proposerai peut-être qu'on les examine à la suite et que les interventions puissent porter sur les 2 vœux que je vous appellerai à voter l'un et l'autre. J'ai noté les inscriptions de Marie Toubiana et de Valérie Toledano pour le groupe Changer Paris, d'Alice Timsit pour les élus écologistes et de Marie-Laurence Locke pour les élus Génération. Yasmina Merzi pour commencer. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, rien ne devrait être plus important que l'avenir de nos enfants. Rien ne devrait être plus important que de leur permettre à chacune et à chacun de bénéficier d'où qu'ils viennent, quel que soit leur milieu social, culturel, leur lieu de vie aussi, de toutes les chances de devenir des citoyens libres et instruits. À l'issue d'une rentrée scolaire que vous connaissez marquée par des suppressions de postes sans précédent à l'échelle de l'Académie de Paris, 170 classes à l'échelle parisienne et 19 dans le 19e, le premier bilan de cette rentrée scolaire en matière de personnel dédié aux apprentissages et à l'accompagnement des élèves et notamment les plus fragiles est, on peut le dire, assez catastrophique. Manque de personnel enseignant pour compléter les temps partiels dès le premier jour de la rentrée, manque de remplaçants, manque de personnel RASED, difficulté d'accueil sur le long terme des élèves porteurs de handicap, faute d'AESH et de recrutement. Nous n'avons eu de cesse, y compris ces tout derniers jours encore, d'être sollicités par la communauté des parents d'élèves sur l'incompréhension ou l'absence de moyens dédiés. Alors, je ne suis pas de celle qui a pour habitude de donner des leçons, mais force est de constater qu'alors que le ministre de l'Éducation nationale, désormais Premier ministre maintenant, annonçait en décembre dernier la création de milliers de postes avant la fin du mandat pour remettre de l'exigence à l'école, en cette rentrée scolaire et ses perspectives, le constat est sans équivoque, le compte n'y est pas. Pire encore, les perspectives pour la rentrée scolaire prochaine laissent entrevoir une poursuite de ce démantèlement de l'école publique avec des prévisions pouvant aller jusque la suppression de 125 postes dans le premier degré à Paris et 128 postes dans le second degré. Ces prévisions, si elles s'avèrent actées lors du prochain CDEN, auraient pour conséquence dans le 19e de supprimer une bonne vingtaine de postes d'enseignants. Sans revenir sur l'actualité et les couacs successifs de la ministre de l'Éducation nationale récemment nommée, dénigrant jour après jour l'école publique, l'engagement et le travail exemplaire du personnel éducatif, administratif, relançant ici ou là la guerre publique-privée, sans pour autant s'y atteler, comment ne pas être inquiet ? Sans revenir sur les annonces gouvernementales non plus, qui privilégient soit des initiatives d'ores et déjà portées par les établissements scolaires et les équipes pédagogiques en collaboration avec les collectivités territoriales et la mairie d'arrondissement du 19e, je pense notamment à des cérémonies, ou alors proposer des innovations vestimentaires. Comment ne pas être inquiet, mes chers collègues ? L'école publique est notre bien commun. Elle supporte à elle seule toutes les exigences et l'engagement des personnels de direction, administratifs ou pédagogiques, en matière d'accès universel, de mixité sociale et scolaire, d'égalité des chances et de moyens. La renforcer, lui donner les moyens devrait être une priorité, notre priorité et une exigence partagée, et non pas le prétexte à des discours à l'envolée ou des propos déplacés ou dénigrants.
Par ce vœu, nous avons souhaité rappeler notre soutien plein et entier à l'ensemble de la communauté des écoles, j'entends école avec un grand E, rappeler nos exigences pour la faire vivre et lui permettre de mener ses missions essentielles dans les meilleures conditions et au bénéfice de tous les élèves, et aimantons donc le vœu et les attendus suivants, que les propositions de dotation ministérielle de l'Académie de Paris en prévision de la rentrée scolaire prochaine soient revues à la hausse pour remettre en cause les projets de suppression de postes et de moyens dans nos établissements scolaires, notamment à Paris et dans le 19e, qu'un renforcement humain, administratif et pédagogique et d'aide à l'accompagnement des élèves les plus fragiles soit renforcé, garantissant ainsi un suivi pédagogique de qualité pour tous les élèves, et que le dialogue entre l'académie et la communauté des écoles s'inscrive dans un maintien et un renforcement des moyens à l'échelle de la ville de Paris et le 19e arrondissement. Dans cette séquence qui s'ouvre, je profite de cette présentation du vœu pour adresser au personnel des écoles, aux parents d'élèves et à toute la communauté éducative notre soutien, garantir que nous serons à leur côté pour défendre l'école publique essentielle pour l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais proposer à Adrien Borto peut-être de présenter tout de suite le second vœu, comme ça on pourra débattre sur l'ensemble. Merci Monsieur le maire, merci Yasmina. Notre vœu, il est complémentaire. On se serait bien passé de prendre la parole sur ce sujet comme tous les ans finalement, où depuis je crois 2018, les fermetures de classes sont incessantes et toujours plus nombreuses. C'est un énième vœu parce que la politique d'austérité du gouvernement a déjà conduit l'année dernière à la suppression de 1117 postes à l'échelle nationale, et c'est préoccupant parce que celles et ceux qui en pâtissent, ce sont les élèves d'abord, et les enseignants et les parents ensuite. Cette nouvelle saignée éducative, elle prend place dans un contexte de tension de l'école publique, avec un changement de ministre très rapide, avec une ministre qui met en question, qui remet sur la table la guerre publique-privée, mais surtout, il apparaît pour beaucoup de gens que l'affaiblissement de l'école publique, elle participe en fait au mouvement vers l'école privée, et pour nous, à de moins en moins de mixité dans les écoles, et c'est quelque chose qui est très préoccupant. L'année dernière, on a pu mesurer combien les habitantes et les habitants du 19e étaient attachés à leurs écoles, aux classes de leurs écoles et à leurs enseignants. Nous, on a mené une campagne de pétition où plus de 500 citoyens et citoyennes ont signé une pétition qui s'appelait « Touche pas à ma classe » pour dire qu'ils ne voulaient pas de fermeture des classes dans leurs écoles. 500, c'est un chiffre important. Il y a eu de nombreux défilés avec les écoles pour empêcher ces fermetures. Je tiens enfin à souligner l'engagement exemplaire des enseignants. Je l'ai dit, c'est elles et eux qui subissent aussi en premier ces fermetures. Parce que sur le fond, pour nous, la seule manière que l'école fasse mieux son travail, c'est de diminuer le nombre d'élèves par classe, c'est d'offrir des conditions d'enseignement qui soient meilleures. Et là-dessus, la France est très mauvais élève. Pardon de le rappeler, mais nous sommes parmi les derniers du classement de l'OCDE sur le nombre d'élèves par classe. Et après, on s'étonne des classements internationaux sur l'école, mais le problème n'est pas très compliqué à cerner. Voilà l'esprit de notre vœu face aux difficultés d'affectation d'élèves dans leurs écoles des secteurs, au manque d'enseignants dans plusieurs écoles et collèges de l'arrondissement. Il est impératif que le rectorat agisse rapidement. Nous formulons le vœu qu'il n'y ait plus de suppression de classes dans notre arrondissement qui a déjà donné et à l'échelle de Paris. Et nous voulons à la fois que le métier d'enseignant soit revalorisé parce que c'est aussi un combat qu'il faut mener et que tous les moyens soient donnés à l'école pour qu'elle soit plus inclusive avec des effectifs qui permettent à toutes et à tous de réussir. Merci. Alors, j'ai cité tout à l'heure les élus qui se sont inscrits. On va vous donner la parole les uns après les autres pour une explication de vote. Donc, Marie Toubiana et Valérie Toledano, que je salue, pour le groupe Changer Paris. Monsieur le maire,
À travers ce vœu, le groupe Paris en commun demande que les dotations ministérielles à l'Académie de Paris pour l'année 2024-2025 soient revues à la hausse. Rappelons que les familles quittent massivement Paris et avec elles les élèves de nos crèches, écoles, collèges et lycées. Mais à qui la faute? Tout ceci est la conséquence de la politique anti-famille menée par la majorité municipale depuis 2014, que nous avons souvent soulignée. D'ailleurs, le syndicat des professeurs municipaux de la ville de Paris a récemment adressé une lettre à la maire de Paris dans laquelle il l'invite à la cohérence et à la responsabilité en revenant sur les suppressions de postes de ses propres professeurs municipaux d'art et de sport dans les écoles élémentaires parisiennes et se dit inquiet de la diminution du recrutement. La réalité, c'est qu'entre 2017 et 2022, les dépenses d'investissement dans les écoles et collèges ont diminué de 43,8%. Il serait souhaitable que la ville de Paris opère un changement significatif dans sa politique familiale et éducative, avant de réclamer des hausses de dotation et s'opposer à des fermetures de classes dont elle est elle-même en partie responsable. À titre d'exemple, notre groupe Changer Paris souhaite attirer et garder les familles parisiennes dans la capitale et défend une politique de logement au service de l'offre locative et de l'accession à la propriété. Nous réclamons également la mise en place d'une aide pendant 3 ans aux familles souhaitant déménager à l'arrivée d'un nouvel enfant. Que la ville de Paris commence par mieux considérer ses propres agents et personnels éducatifs ainsi que leurs revendications. Je vais rappeler quand même que les agents de services périscolaires seront en grève du 23 au 26 janvier. Les animateurs et responsables périscolaires réclament, entre autres, une revalorisation des salaires, des postes supplémentaires et le versement d'une prime. Nous voterons donc contre ce vœu, car la situation actuelle résulte en grande partie de la responsabilité de la mairie de Paris. Je vous remercie. Chers collègues, il ne vous aura pas échappé qu'à Paris, c'est le 7e arrondissement qui connaît la chute de population la plus marquée, la plus brutale. Je n'imagine pas que vous puissiez en imputer la responsabilité à la politique anti-famille, c'est moi qui ai la parole s'il vous plaît, que vous puissiez en imputer la responsabilité à la politique anti-famille de la maire du 7e arrondissement. Je pense que la question du coût du logement a sans doute beaucoup à voir avec cette pression, en effet, sur beaucoup de familles parisiennes, et c'est bien ce qui justifie et rend plus nécessaire que jamais le développement et la poursuite de la politique de soutien au logement que nous menons, pas toujours malheureusement avec votre soutien, que nous menons à Paris dans l'ensemble des arrondissements, et y compris dans le 7e arrondissement, où les Parisiens fuient le plus nombreux cet arrondissement. Vous voyez, donc je vous invite à un tout petit peu de nuance et de subtilité dans les interprétations données à des phénomènes dont on mesure évidemment la complexité. Bien. Ah, ben vous n'êtes pas élu du 7e arrondissement, Madame Toubiana. Vous n'êtes pas là pour défendre les habitants du 7e arrondissement. Restons concentrés sur ceux du 19e. Je ne mets pas en cause, je dresse un constat objectif. Il suffit de regarder les chiffres. Ah ben, hélas, il est de loin le numéro 1 du recul de population. Qui puis-je? Allez, Madame Toledano, une chance de vous rattraper. Monsieur le maire, je vais essayer de me rattraper, mais je ne pense pas. Je ne rentrerai pas dans la polémique de l'école publique et l'école privée. Vous savez très bien que notre position est toujours la même, c'est la liberté de choix de chacun. Le seul point où nous sommes d'accord sur le vœu présenté, c'est sur la revalorisation des salaires des enseignants, ce qui nous semble essentiel. Maintenant, sur le reste, il y a une mauvaise répartition des élèves, comme vous le soulignez, peut-être aussi des enseignants. On peut peut-être analyser justement la carte de la répartition avant d'augmenter le nombre d'enseignants. Vous soulignez les enfants en situation de handicap. Est-ce que c'est forcément le nombre d'enseignants qui va changer quelque chose ou c'est l'analyse des besoins spécifiques de ces enfants, la formation des enseignants ou d'autres personnels adaptés à ces besoins spécifiques pour y répondre au mieux? Ça n'a rien à voir avec le nombre.
pour nous, les solutions proposées, elles sont uniques d'ailleurs, c'est augmentation du nombre d'enseignants, ne nous semble pas, à l'état actuel, répondre aux besoins aujourd'hui. C'est pour ça que nous voterons contre. Merci. Alors, Alice Simsit, pour le groupe des élus écologistes. Merci, Monsieur le maire. La casse orchestrée du service public de l'éducation nationale eh bien, poursuit son œuvre. Hein, et c'est d'ailleurs avec colère que nous avons accueilli l'étendue de la nouvelle saignée des fermetures de classes et des suppressions de postes qui a été annoncée pour la rentrée 2024, puisqu'à Paris, le rectorat prévoit a priori la suppression de 125 postes dans le primaire et 128 postes dans le secondaire. Et fait choquant mais pas nouveau, c'est principalement le nord-est parisien qui est concerné, et bien sûr le 19e n'est pas épargné, car c'est près d'une vingtaine de classes qui sont menacées de suppression. Et sur la vingtaine de classes, à peu près la moitié sont situées aussi dans des établissements en éducation prioritaire. Alors, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ces suppressions de postes, elles ne sont pas dues à la baisse, certes réelle, mais relative, du nombre d'enfants scolarisés à Paris. Ces suppressions de postes et ces fermetures de classes, elles sont guidées par une logique politique, par des choix politiques, et notamment des choix politiques comptables et d'austérité. Et ce qui guide actuellement le gouvernement, eh bien, c'est la réduction des dépenses publiques de l'école publique. Alors, il y a deux visions qui s'affrontent ici. C'est celle du gouvernement qui est animée par cette fameuse logique comptable qui vient dégrader toujours plus en fait les conditions d'enseignement, et ça c'est bien loin des discours qu'ils affichent, puisqu'ils souhaitent bien entendu réduire les inégalités scolaires et sociales entre les élèves, mais c'est le fameux en même temps. Le fameux en même temps qui est appliqué à l'éducation nationale. On dédouble les classes, c'est une très bonne chose, en arguant de l'efficacité de petits effectifs, et dans le même temps, on supprime des postes, on ferme des classes partout ailleurs. On assiste à la même logique, la mixité sociale, parce qu'ils sont en capacité de reconnaître la nécessité de mixité sociale à l'école, et dans le même temps, ils dégradent tellement l'image de l'école publique que cela conduit inévitablement à des mécanismes d'évitement par le recours au privé, qui est par ailleurs grassement subventionné. Alors je ne reviens pas sur les propos lamentables de la ministre de l'Éducation nationale, qui sont d'ailleurs empreints, je le crois, d'un certain cynisme, puisqu'il consiste à dénoncer une situation qu'ils ont largement contribué à pérenniser. Et d'ailleurs, la ministre dénonce cela tout en faisant sécession, donc bon, peu importe. Mais ces propos auront eu au moins le mérite de mettre en lumière le manque de moyens de l'école publique. Et au sein de cette majorité, voilà, et aux antipodes de cette vision délétère, où l'éducation est vraiment considérée comme une dépense qu'il faut réduire, eh bien, les élus de cette majorité, à minima, en tout cas veulent saisir, je suppose, l'opportunité de la relative baisse démographique dans le 19e pour améliorer les conditions d'enseignement des élèves du 19e et réduire les inégalités sociales et scolaires dans nos quartiers. Qui ont d'ailleurs été durement éprouvés, puisque les élèves et les personnels ont été très touchés, notamment par le Covid ces derniers temps. Et donc, nous n'admettons pas que l'État détricote encore davantage ce service public et fasse des économies sur le dos de l'éducation des élèves. Alors, nous voterons bien évidemment les deux vœux qui nous sont présentés, et nous continuerons à nous mobiliser aux côtés de toute la communauté éducative et des parents pour lutter contre les fermetures de classes, dans chaque quartier, partout, tout le temps, et d'ailleurs pour que chaque élève ait un toit également. Et d'ailleurs, je nous invite à être présents demain devant le rectorat pour soutenir la mobilisation, pour que chaque élève, chaque famille, voilà, tous les enfants qui sont aujourd'hui scolarisés dans nos arrondissements puissent bénéficier d'un toit. Voilà, je vous remercie. Merci. Dernière explication de vote par Marie-Laurence Floch pour les élus Génération. Merci, Monsieur le maire. Aujourd'hui, en France, l'école de la République n'est pas respectée. Et cet irrespect, on le doit à un pouvoir en perdition, qui n'a dans ses actes aucune promesse pour aider une école qui va mal à porter sa mission et relever le défi d'une école plus égalitaire, qui permette de former des citoyennes et des citoyens de demain éclairés, à même de relever les enjeux majeurs posés par des crises climatiques, démocratiques et sociales qui pèsent sur nos sociétés. Politique éducative rétrograde, conjuguée à un sous-investissement de plus en plus lourd, l'abandon de l'État de sa mission régalienne est un constat amer.
Nous étudions ces vœux alors que le feuilleton des annonces concernant Amélie Oudéa-Castéra, la nouvellement nommée ministre de l'Éducation, s'égrène et nous consterne. Elle a, pour se protéger violemment, mis en cause l'école publique de son quartier, que seul un de ses enfants n'aura connu que quelques mois en maternelle, obligeant l'établissement à remettre un peu de vérité sur l'attaque médiatique crue lancée abruptement contre cet établissement, servant de pare-feu de communication et dénigrant ainsi l'ensemble de l'école publique qu'elle devait défendre. Une ministre de l'Éducation nationale qui pratique le séparatisme social, le séparatisme de genre et semble s'extraire de la règle établie par ses prédécesseurs via Parcoursup, c'est une honte et c'est un choc. Mise en place de l'uniforme et mise en place de l'uniforme et de repères de culture générale, groupe de niveau, redoublement, examen de changement de classe, basé sur une logique sélective et inégalitaire. Les mesures annoncées par Gabriel Attal il y a quelques mois sont contre-productives et déconnectées de la réalité des élèves, des parents d'élèves et des équipes pédagogiques. Elles s'inscrivent dans une dérive réactionnaire du gouvernement. Ces propositions prolongent la liste des réformes destructrices de l'école publique. Elles ne permettront pas de répondre à l'urgence que nous traversons, bien au contraire. À force de mépris, que restera-t-il de l'école républicaine après 2 quinquennats Macron ? Dans ce large cadre rétrograde que nous martèle le pouvoir, nous soutenons les alarmes répétées des équipes éducatives à nouveau touchées par les suppressions de postes. Nous assistons à ce qui ressemble de plus en plus à une volonté de casser le lieu du savoir, de l'apprentissage et de l'émancipation, ce lieu essentiel de création de la cohésion. Une politique qui agit contre l'intérêt de sa jeunesse et des générations futures. C'est là, j'imagine, le choc des savoirs annoncé en septembre par Gabriel Attal. Liberté, égalité, fraternité, remplacé par uniforme, réarmement démographique et SNU. Alors que les postes annoncés ont disparu des radars et que les suppressions vont amener encore des fermetures de classes, une 20e pour le 19e, nous rappelons que ce dont le service public de l'éducation a besoin, c'est une refonte de la carte scolaire, répondant aux besoins éducatifs et mettant fin à la ségrégation scolaire, à l'augmentation des salaires et à l'amélioration des conditions de travail. Il faut des investissements massifs, retrouver l'attractivité pour les métiers de l'éducation, et cela tant pour les conditions de travail que pour les conditions d'apprentissage, les mettre à niveau de l'enjeu et arrêter de raconter n'importe quoi sur les plateaux télé entre vérité et syllogisme. Nous serons aux côtés de toutes celles et ceux qui se mobiliseront pour l'école publique et notre groupe vote ces 2 vœux complémentaires qui appellent à contrecarrer l'affaiblissement de l'école et les saignées continuelles subies. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, est-ce que, je me tourne notamment vers le groupe Changer Paris, est-ce que votre vote sera le même sur les 2 vœux ? Oui, ok. Donc, si vous en êtes d'accord, on va voter en même temps sur les 2 vœux. Je crois que les votes seront similaires. Qui est pour les 2 vœux qui ont été présentés ? Ok. Qui est contre ? Non-participation au vote de Colia Beignet. C'est noté. Donc, les 2 vœux sont adoptés. Je vous remercie. Nous passons à l'examen du dernier vœu, point 38 de l'ordre du jour, déposé par le groupe des élus communistes et relatif au prolongement de la trêve hivernale et au report ou à la suspension des expulsions locatives. Présentation par Camille Nager. J'ai noté l'inscription de Franck Serfati pour le groupe Changer Paris, de Philippe Mante pour le groupe écologiste, et l'adjointe rapporteure Séverine Guy répondra. Camille Nager. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Nous venons de voter un vœu relatif à l'hébergement d'urgence pour rechercher toujours plus de solutions pour répondre à la crise de l'hébergement. Mais nous n'oublions pas que l'embolie que nous constatons dans l'hébergement d'urgence, elle prend aussi sa source dans le manque de logement et dans la crise du logement, puisque comme il n'y a pas assez de logements, les personnes ne peuvent pas sortir de l'hébergement d'urgence, et donc les personnes qui se retrouvent en situation de rue et en situation de précarité ne peuvent plus accéder à l'hébergement, et c'est un cercle vicieux qui malheureusement rend la vie impossible à des milliers de personnes en très grande difficulté. Et nous sommes très inquiets de la crise du logement qui est en train de se dessiner, une crise sans précédent sur ces dernières années. Le soutien public à la construction de logements a quasiment disparu après la diminution drastique des aides à la pierre que l'on a connue dans le quinquennat de François Hollande. Les aides à la pierre ont maintenant complètement disparu, il n'y a plus aucun soutien à la construction et donc il y a une pénurie et une crise du logement. Mais cette crise du logement, elle est aussi, elle prend sa source aussi dans les difficultés que rencontrent les locataires, les loyers
que ce soit dans le parc privé, ont augmenté à 2 reprises de 3,5% en 2023 et en 2024. Les loyers du parc social ont eu des augmentations plus contenues grâce au soutien, notamment à Paris, grâce au soutien de la ville de Paris qui ont permis aux bailleurs sociaux de moins augmenter les loyers. Mais dans un contexte d'inflation, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, ces augmentations de loyers qui viennent s'ajouter aux augmentations des coûts de l'énergie ont des conséquences drastiques sur les locataires et entraînent des hausses malheureusement d'impayés de loyer, même si des dispositifs sont mis en place comme le FSL, le Fonds de solidarité logement, pour prévenir, pour essayer de travailler avec les locataires pour éviter que les impayés de loyer ne s'accumulent et ne les mettent dans des situations délicates. Malheureusement, parfois, il est des situations très difficiles qui peuvent conduire à des menaces d'expulsion. Mais une expulsion locative, c'est un drame dans une vie. C'est se retrouver du jour au lendemain sans ne plus avoir de toit sur la tête. Et nous considérons que les expulsions locatives ne devraient pas avoir lieu, même en dernier recours, que le concours de la force publique ne devrait pas pouvoir être engagé sans qu'une solution alternative de logement puisse être trouvée pour ces personnes. Et notre inquiétude est accentuée par la situation qui se dessine avec les Jeux Olympiques et l'appât que pourraient avoir certains propriétaires, parce que n'oublions pas qu'à Paris, la ville est composée majoritairement de locataires. 62% des Parisiens et des Parisiennes sont des locataires et que la majeure partie des logements privés sont détenus par des multipropriétaires. Et donc, nous craignons la tentation que certains et certaines pourraient avoir de mettre à la porte leurs locataires avec, sous prétexte d'expulsion locative ou avec des reprises pour congés complètement illégales, parce qu'on n'a pas le droit de reprendre son logement lorsqu'il est mis en location pour juste le mettre sur le marché de la location meublée temporaire et vouloir en tirer encore de plus grands profits. Et donc, nous sommes inquiets qu'à l'aube des Jeux Olympiques, ces pratiques puissent s'accentuer et souhaitons qu'on interpelle, alors, non pas le ministre du Logement, puisque dans cette période, avec une crise du logement qui s'accentue, que nous craignons de plus en plus forte, nous n'oublions pas que la seule loi de ce quinquennat sur le logement a été une loi pour condamner encore plus fermement les personnes en situation de précarité qui se maintiennent dans leur logement et pour criminaliser les associations qui les accompagnent. Et ça a été la seule loi qui a été portée par cette majorité gouvernementale avec le soutien très large de la droite sur le logement. Et donc nous n'avons plus de ministre du Logement, donc nous souhaitons que le gouvernement soit interpellé pour que la trêve hivernale, au regard de tous ces risques, puisse être prolongée et que la ville continue et renforce son travail avec le FSL bien sûr, mais aussi avec les bailleurs sociaux pour prévenir toutes les expulsions locatives et que notre ville puisse tendre à devenir un territoire zéro expulsion. Je vous remercie. Merci. Alors, 2 explications de vote rapides, sans doute, Franck Serfati et Philippe Mante. Merci, Monsieur le maire. Certains ont été surpris à tort, je le dis souvent, qui, bien évidemment, soutenu de façon majoritaire ce soir, monsieur, sans surprise. Je l'avais dit au tout début de la mandature, quand j'avais présenté la candidature de Marie Toubiana, il était hors de question pour nous d'être dans une opposition doctrinale, systématique, bête et stupide. En revanche, on ne serait pas à la place qui est la nôtre si on n'était pas opposé sur des questions qui sont, pour le coup, le terme a été employé tout à l'heure dans d'autres questions, politiques, et politiques au sens noble. Et bien évidemment, nous affirmons avec force, avec courage, peut-être même avec véhémence, des oppositions sur des questions essentielles telles que la sécurité, telles que l'école et le droit à l'école privée. La question a été parfaitement expliquée par ma collègue, voici quelques minutes, Valérie Toubiana.
par la liberté, par Valérie. Vous avez l'esprit de synthèse. Oui, par Valérie, et bien évidemment sur le logement. Le logement n'a pas du tout la position des communistes, et j'aimerais quand même souligner un certain nombre de contradictions. C'est méconnaître totalement le système français, la justice et les décisions rendues par les juges que de croire que les gens sont expulsés aussi rapidement et de façon aussi vile. Et moi, j'invite nos collègues communistes à aller dans les tribunaux pour voir qu'une procédure judiciaire, au détriment des bailleurs, qui ne sont pas tous de gros investisseurs, on a nombre de bailleurs, vous évoquiez des chiffres tout à l'heure, il faut savoir qu'une très grande majorité de bailleurs à Paris, en Île-de-France et dans les régions, dans tous les départements, sont des gens qui ont travaillé 40 ans, 50 ans, qui parfois ont 60 ans, qui ont un petit bien, et lorsqu'ils ne sont pas payés, vous avez parlé de drame pour le locataire au titre d'une expulsion qui, effectivement, vous avez tout à fait raison, n'est pas agréable d'un point de vue humain, mais ce drame concerne aussi nombre de bailleurs. Deuxièmement, les locataires dont vous preniez la défense, parfois à juste titre, sont soutenus par des lois qui existent, même si vous sembliez critiquer l'inertie d'un gouvernement et d'une majorité à laquelle nous n'appartenons pas. En tout cas, il faut savoir qu'il y a une véritable protection des juridictions et des juges qui ne rendent pas des décisions aussi rapides et aussi déséquilibrées. Ensuite, permettez-moi de vous dire que j'entends très souvent vos amis politiques souligner un abandon du Parlement au détriment de normes réglementaires, et quand je vous entends interpeller le gouvernement, je me dis qu'encore une fois, vous allez voler ce qui fait l'essence même de la démocratie, c'est-à-dire le vote du législateur. Et moi, je ne suis pas sûr du tout, ce sera pour moi, monsieur le maire, toujours dans cet esprit de synthèse que j'essaie d'avoir, le point le moins prosaïque, mais le plus essentiel, je ne suis pas sûr du tout que le gouvernement ait capacité, en écartant, encore une fois, le rôle du Parlement. Alors, pour toutes ces raisons, parce que bien évidemment, on est fondamentalement opposé à cette conception du logement social. On considère que la loi dûment votée par le législateur est suffisante. Et encore une fois, nous considérons que les juridictions tiennent compte d'un équilibre nécessaire, non pas tourné sur un intérêt exclusif des locataires qui ne sont pas toujours de bonne foi, dois-je le rappeler, mais d'un équilibre bilatéral entre propriétaires et locataires. Ce sont les raisons pour lesquelles, avec, encore une fois, c'était le mot du début, ce sera le mot de la fin, nous allons nous opposer à ce vœu avec force et véhémence. Je vous remercie, c'est bien noté. Philippe Mante. Monsieur le maire, chers collègues, à l'heure où à Paris, plus de 3000 personnes sont à la rue, à l'heure où plus de 100 000 logements sont vacants, à l'heure où l'État n'a ouvert que 275 places d'hébergement sur Paris pendant la période de grand froid, la reprise des expulsions locatives début avril ne pourra et ne devra pas être la seule réponse de l'État au problème persistant du mal-logement. La population parisienne a historiquement évolué en sens exactement inverse du nombre de logements inoccupés. De 2,8 millions d'habitants en 1954 à 2,1 millions en 1999, période durant laquelle le taux de logements inoccupés a grimpé de 1,6 à 16%, une tendance inversée entre 1999 et 2011, puis de nouveau en hausse jusqu'à aujourd'hui. Il est particulièrement frustrant de voir que nos efforts de construction, environ 4000 logements annuels dans une ville déjà densément bâtie, sont tout bonnement annulés par l'augmentation des logements inoccupés. À partir du 1er avril, la France fabrique en effet les SDF sur lesquels le ministre du Logement, quand on en a un, s'apitoie en hiver. Mais c'est toute l'année que les sans-abri meurent à la rue et la meilleure des solutions reste encore de ne pas y mettre de nouvelles personnes.
Pour ce faire, les écologistes appellent de leur vœu depuis plusieurs années le renforcement de la fiscalité des logements inoccupés, la facilitation de la réquisition des logements vacants. En effet, les maires devraient pouvoir réquisitionner, par exemple, les logements durablement inoccupés depuis au moins plus de 2 ans via des procédures simplifiées. L'encadrement de l'achat de résidences secondaires, notamment par les résidents par les non-résidents de l'Union européenne. L'écologie conteste la vision du logement pris comme une marchandise financière pour lui redonner toute sa dimension humaine et sociale. Le logement doit être considéré comme un droit fondamental pour l'ensemble de la population. Par voie de conséquence, nous voterons favorablement le vœu de nos collègues communistes. Je vous remercie. Merci. Alors, quelques mots pour vous inviter, chers collègues, à voter favorablement, à voter ce vœu, à voter pour ce vœu. En réponse à M. Serfati, beaucoup de choses ont été dites par mes collègues que je partage. Monsieur Serfati, personne n'a dit qu'une procédure d'expulsion était rapide. J'ai entendu aucun de mes collègues prétendre que la procédure d'expulsion était rapide. Je voudrais juste éclairer un peu vos propos. Vous nous dites c'est un vol du législateur, la loi est suffisante, etc. Banco, appliquons la loi Dallot qui n'est pas appliquée. On ne peut pas accepter cette incohérence. Ce que vous nous proposez en réalité, c'est la loi du marché, ce n'est pas tellement la loi tout court. Merci. J'ajouterai que parmi tous les dispositifs qui ont été évoqués, il y a aussi la prévention des expulsions. Et de ce point de vue-là, je voulais rappeler qu'avec Colombe-Brossel, nous réunirons le 30 janvier, je crois, les associations de locataires de l'arrondissement pour leur présenter dans le détail tous les dispositifs de soutien au pouvoir d'achat, et notamment dans un contexte de renchérissement lourd des dépenses énergétiques que la ville de Paris déploie pour venir en soutien aux locataires les plus fragiles et justement pour éviter des situations d'impayés qui s'installent dans la durée et qui peuvent, on le sait malheureusement, on connaît la mécanique, à déboucher sur des procédures d'expulsion, quel qu'en soit le rythme et les modalités. Bien, je soumets donc le vœu présenté par Camille Narger à l'avis du conseil d'arrondissement qui est favorable à son adoption, qui s'y oppose, qui s'abstient. Opposition, non, à vote contre et abstention. NPPV pour Colia Béni. Bien, le vœu est donc adopté. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Mesdames, Messieurs qui nous suivez, j'en suis sûr, nombreux à distance. La séance est donc levée. Bonne fin de soirée. Merci à l'ensemble des équipes qui nous accompagnent et qui ont permis d'installer la salle. Et à très bientôt. Bonne fin de soirée.